Il a ri. Pas un rire franc. Pas un éclat. Un petit rire sec, bref, presque discret, mais suffisamment audible pour que toute la table l'entende. Ce rire-là n'était pas une maladresse. Il était une mise à distance. Nous étions attablés pour le déjeuner du dimanche. La table était dressée comme toujours, nappe claire, plats alignés, gestes répétés depuis des années. Je connaissais chaque bruit de cette pièce. Le frottement des couverts. Le tic-tac de l'horloge. La chaise qui grince quand on se penche trop vite. Tout était familier. Sauf lui. Mon gendre s'était servi un verre de vin. Il parlait fort, à l'aise, comme chez lui. Ma fille, assise à côté, souriait distraitement. Quand j'ai évoqué une question simple, une facture, un papier à vérifier, une décision à prendre concernant la maison, il a levé les yeux au ciel. Puis il a ri. Il a dit que je m'inquiétais pour rien. Que ce genre de choses me dépassait désormais. Que je ferais mieux de profiter du repas et de laisser les choses sérieuses à ceux qui savent gérer. Il riait encore quand il a ajouté que, de toute façon, à mon âge, on confond facilement les chiffres et les dates. Le silence s'est installé autour de la table. Pas un silence choqué. Un silence complice. Celui qui évite le malaise en regardant ailleurs. Celui qui laisse passer. Je me suis sentie devenir légère, presque transparente. Comme si ce rire avait effacé mon poids dans la pièce. J'ai regardé ma fille. Elle n'a rien dit. Elle a continué à manger. Ce geste m'a fait plus mal que le rire lui a même. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je n'avais rien à dire. Parce que j'ai compris, à cet instant précis, que toute réponse serait tournée en dérision. Qu'il me suffisait de parler pour redevenir la cible. Mon gendre a continué. Il parlait de moi comme si je n'étais pas là. Il expliquait que je m'aille, accrochais à des détails inutiles, que je ne comprenais plus vraiment le fonctionnement des choses modernes. Il riait encore. Il se sentait en terrain conquis. Je me suis demandé depuis combien de temps ce rire existait. Depuis combien de temps il s'autorisait cette supériorité tranquille. Depuis combien de temps on l'avait laissé s'installer. J'ai fini mon assiette sans lever les yeux. Chaque bouchée avait le goût de la lucidité. Je sentais quelque chose se déplacer en moi. Pas une colère explosive, une certitude froide. Le sentiment net que ce rire n'était pas isolé, qu'il s'inscrivait dans une logique plus large. Quand le repas s'est terminé, il a tapoté la table et a dit, encore en souriant, qu'il fallait penser à l'avenir, que certaines décisions devraient être prises rapidement. Pour éviter des complications plus tard, il parlait de gestion, d'organisation, de bon sens. Je savais désormais ce que ces mots recouvraient. Ce soir-là, dans ma chambre, j'ai repassé la scène. Pas une fois. Plusieurs fois. Chaque détail revenait avec précision. Le rire. Les regards. Le silence de ma fille. Je n'étais pas humiliée. J'étais éclairée. J'ai compris que ce rire n'était pas une moquerie isolée. C'était un test. Une façon de mesurer jusqu'où il pouvait aller. De vérifier si j'allais protester. Si j'allais poser une limite. Je n'en avais posé aucune. Et il l'avait noté. Je me suis levée. J'ai pris un carnet. Celui que je gardais depuis des années pour noter des choses simples. Des rendez-vous, des dépenses, des souvenirs. Cette nuit-là, j'y ai écrit autre chose. La date. Le lieu. Les phrases exactes. Le rire. Je n'écrivais pas par ressentiment. J'écrivais pour fixer la réalité. Pour ne plus la laisser se diluer dans des justifications tardives. À partir de ce moment, tout a changé. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. Je ne me suis plus demandé comment me faire respecter à table. Je me suis demandé comment me protéger durablement. Comment faire en sorte que ce rire n'ait plus aucun pouvoir sur moi. Ce n'était plus une affaire de famille. Ce n'était plus une question d'ego. C'était devenu une question de droit. Il riait de moi à table. Il ignorait encore que ce rire serait un jour relu, mot à mot, dans un autre lieu. Un lieu où l'on ne rit pas pour dominer. Un lieu où les faits pèsent plus que les moqueries. Et ce jour-là, je le savais déjà, son rire s'éteindrait de lui à même. Avant ce rire à table, il y a eu une longue période où je croyais encore à l'évidence des choses. À la solidité des liens familiaux. À cette idée rassurante, selon laquelle, quand on a donné sans compter, on ne peut pas être relégué au rang d'accessoire. Ma vie s'est construite ainsi, sur des évidences que je n'ai jamais pensé devoir défendre. Je me suis mariée jeune,
avec un homme discret, travailleur, proie, peu démonstratif, mais fiable. Ensemble, nous avons bâti une maison simple, à notre mesure. Chaque mur portait la trace d'un effort partagé. Les week-ends passés à bricoler, les vacances repoussées. Les économies comptées. Cette maison n'était pas un investissement. C'était un ancrage. Quand ma fille est née, j'ai appris ce que signifie mettre l'autre au centre. Moi, j'ai organisé mes journées autour d'elle. J'ai travaillé, puis j'ai réduit. J'ai renoncé à certaines ambitions sans jamais le formuler ainsi. Je croyais alors que le sacrifice était naturel, presque invisible. Et il l'était, tant que personne ne le nommait. Les années ont passé 100 heures à par an. J'étais celle qui anticipait, qui réglait, qui se souvenait des dates. Celle qui savait où étaient les papiers importants. Les clés, les carnets. Ma parole n'était pas bruyante, mais elle était écoutée. On me consultait. On me faisait confiance. Je n'avais pas besoin d'insister. Puis mon mari est tombé malade. Lentement. J'ai pris le relais, sans y penser. Les médecins, les décisions, les démarches. J'ai appris un autre langage, celui des rendez-vous, des protocoles, des signatures. J'ai tenu la maison pendant que tout vacillait. Quand il est parti, j'ai continué, par habitude, par dignité, par fidélité à ce que nous avions construit. Ma fille venait souvent. Elle parlait de son travail, de ses projets. Je l'écoutais avec attention. J'étais fière d'elle. Quand elle a rencontré celui qui allait devenir mon gendre, je l'ai accueilli sans méfiance. Il était sûr de lui, expansif, à l'aise dans la parole. Il occupait l'espace sans effort. Je me suis dit que c'était une qualité. Au début, je le trouvais même rassurant. Il parlait de solutions, d'organisation, de modernité. Il avait des avis tranchés. Je l'écoutais. Je n'y voyais pas une prise de pouvoir, mais une énergie nouvelle. Je me disais que ma fille était entre de bonnes mains. Peu à peu, j'ai commencé à me retirer sans m'en rendre compte. Pas parce qu'on me l'imposait, mais parce que je pensais que c'était le cours normal des choses. Les décisions se prenaient plus vite. Les discussions changeaient de ton. Je passais de la consultation à l'information. On me disait ce qui allait se faire, au lieu de me demander ce que j'en pensais. Je n'ai pas résisté. Je n'en ai même pas eu l'idée. Je confondais le respect avec la discrétion. Je pensais qu'en laissant la place, je la conservais autrement. La maison, elle, restait mon refuge. Je continuais à l'entretenir, à la faire vivre. J'y avais mes habitudes, mes silences, mes repères. Je ne doutais pas de ma place. Pourquoi l'aurais-je fait? J'étais la mère. La belle amère. Celle qui avait construit, tenu, transmis. Avec le recul, je vois que les choses s'étaient déjà déplacées. Subtilement. Les regards changeaient. Les plaisanteries s'installaient. On commentait mes choix avec indulgence. On souriait quand je parlais d'argent ou de démarche. Rien de frontal. Rien d'assez clair pour alerter. Je pensais encore que tout cela relevait de l'âge. Que c'était à moi de m'adapter. Je n'avais pas compris que, pendant que je m'effaçais doucement, d'autres prenaient l'habitude de décider pour moi. Le rire à table n'est pas sorti de nulle part. Il s'est appuyé sur ces années où je avais confondu la transmission avec le retrait. Où j'avais cru que l'amour suffisait à garantir le respect. Je sais aujourd'hui que le passé n'est jamais innocent. Il prépare le terrain. Et que ce terrain, je l'avais laissé s'incliner sans m'en apercevoir. Ce jour-là, à table, je n'ai pas seulement entendu un rire. J'ai entendu l'écho de tout ce que j'avais cédé sans le nommer. Après ce déjeuner, je me suis surprise à revoir certaines scènes avec un regard différent. Comme si le rire de mon gendre avait déplacé un voile. Tout ce qui, jusqu'à là, me paraissait anodin, prenait soudain une autre couleur. Les petites choses. Les détails. Ceux qu'on excuse toujours parce qu'ils ne font pas assez de bruit pour être dénoncés. Les humiliations n'ont jamais commencé frontalement. Elles se sont glissées dans le quotidien avec une légèreté presque élégante. Au début, c'était des plaisanteries. Des remarques dites sur le ton de l'humour. Il souriait en parlant de ma lenteur, de mes habitudes dépassées, de mon rapport à l'argent jugé trop prudent. Il disait cela en riant, comme pour détendre l'atmosphère. Et moi, je souriais aussi. Par réflexe, pour ne pas créer de malaise. Puis les plaisanteries sont devenues des commentaires. Non, moi, quand je posais une question, il répondait avant ma fille.
Quand je proposais une idée, il la corrigeait aussitôt. Toujours avec ce ton faussement patient, celui qu'on utilise avec quelqu'un, qu'on estime dépassé mais qu'on veut ménager. Il disait que ce n'était pas grave, que je m'inquiétais trop, que je voyais les choses à l'ancienne. Ces phrases revenaient souvent, elles s'additionnaient, elles finissaient par dessiner une image de moi qui ne m'en appartenait plus. À table, il s'asseyait en bout, comme naturellement. Il parlait fort. Il racontait. Il expliquait. Ma fille l'écoutait. Moi aussi. Peu à peu, je parlais moins. Pas par fatigue. Par anticipation. Je savais déjà comment mes phrases seraient accueillies. Un jour, j'ai évoqué une dépense récente. Une réparation. Il a haussé les épaules. Il a dit que ce n'était pas à moi de gérer ce genre de choses. Que je devais me reposer. Que l'argent, c'était compliqué. Il a dit cela devant ma fille. Devant moi. Comme une évidence. Je n'ai pas répondu. J'ai senti cette vieille habitude revenir. Me taire pour préserver l'équilibre. Ne pas insister. Ne pas être celle qui dérange. Peu à peu, les décisions se prenaient sans moi. On me prévenait après. On m'expliquait ce qui avait été décidé. Toujours pour mon bien. Toujours avec ce vocabulaire rassurant qui transforme l'exclusion en protection. Il arrivait même qu'on parle de moi à la troisième personne alors que j'étais dans la pièce. Il disait qu'il fallait éviter de me fatiguer. Qu'il valait mieux ne pas m'impliquer. Ces phrases passaient sans réaction. Comme si j'étais déjà un peu absente. Je me suis mise à douter. Pas de ma mémoire. De ma légitimité. Je me demandais si j'exagérais. Si je devenais susceptible. Si c'était à moi de faire un effort supplémentaire pour rester à ma place. Cette place, justement, se rétrécissait. Je le sentais dans les gestes. Quand il prenait des papiers sans me demander. Quand il rangeait mes affaires différemment. Quand il parlait de la maison comme d'un bien à gérer. Pas comme d'un lieu que j'avais construit. Il ne me regardait plus quand je parlais. Ou alors il souriait. Ce sourire indulgent qui ferme toute discussion. Celui qui dit sans mots que la conversation est terminée avant même d'avoir commencé. Ma fille, elle, ne disait rien. Elle évitait mon regard. Je sentais qu'elle avait choisi la facilité. Ne pas contredire. Ne pas trancher. Laisser faire. Et ce silence-là me pesait plus que les paroles de mon gendre. Je me suis rendu compte que je faisais des efforts pour disparaître proprement. Pour ne pas être un obstacle. Pour ne pas être celle qu'on accuse de créer des tensions inutiles. Vieillir avec dignité, penser à je, c'était peut-être accepter de s'effacer. Mais au fond de moi, quelque chose résistait. Une gêne persistante. Une sensation de décalage. Je n'étais pas fatiguée. Je n'étais pas confuse. Je n'étais pas incapable. Et pourtant, on me traitait comme si je l'étais déjà. Ces petites humiliations n'avaient rien de spectaculaire. Elles n'auraient convaincu personne si je les avais racontées. Trop banales. Trop diffuses. Et c'est précisément ce qui les rendait efficaces. Elles m'apprenaient à me taire. Elles m'habituaient à être corrigée. Elles installaient l'idée que ma parole était devenue optionnelle. Le rire à table n'était que la partie visible. Le reste s'était construit jour après jour, dans ces détails, que l'on apprend à tolérer, jusqu'à ce qu'ils deviennent une norme. Ce jour-là, sans encore le formuler clairement, j'ai commencé à comprendre que ce qui m'arrivait n'était pas un malentendu familial. C'était une mise à l'écart progressive. Et elle avait déjà bien avancé. La goutte d'eau n'a pas été un cri. Elle a pris la forme d'un papier posé trop en évidence. Un matin où rien ne devait se passer. La maison était calme. Ma fille était sortie faire une course. Mon gendre, lui, parlait au téléphone dans le couloir, à voix basse, avec ce ton qu'il réservait aux affaires sérieuses. J'ai traversé le salon pour attraper mes lunettes, oubliées la veille sur la table basse. C'est là que je les ai vus. Des documents, bien alignés, comme s'ils avaient été préparés pour quelqu'un d'autre. Mon nom apparaissait en haut de la première page. En caractères nets. Trop net pour être là par hasard. J'ai reconnu des mots familiers, ceux que j'avais appris à craindre sans encore les comprendre complètement. Autorisation. Représentation. Gestion. Des mots qui déplacent les rôles sans faire de bruit. J'ai lu lentement. Chaque ligne pesait plus lourd que la précédente. Il était question de décisions prises en mon nom. De signatures possibles, d'actions à mener pour simplifier l'avenir.
Et, au bas de la page, une signature. La mienne. Ou quelque chose qui lui ressemblait suffisamment pour tromper un regard pressé. Moi, je n'ai pas senti de panique. J'ai ressenti une clarté brutale. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que je n'avais jamais signé ce document. Je connaissais ma signature. Je connaissais surtout les circonstances dans lesquelles j'aurais pu la poser. Rien, absolument rien, ne correspondait. Mon gendre est entré dans la pièce. Il a vu mon visage. Il n'a pas eu besoin que je parle. Il a souri. Pas un sourire franc. Un sourire de contrôle. Il a dit que c'était pour faciliter les choses. Que ce genre de démarche devenait compliqué pour moi. Qu'il fallait anticiper. Il parlait vite, comme s'il récitait une évidence. Comme si la décision était déjà validée depuis longtemps. Je lui ai demandé qui avait signé. Il a haussé les épaules. Il a dit que j'étais d'accord. Que je l'avais dit plusieurs fois. Que je confondais peut-être les moments. Sa voix était calme. Trop calme. Elle ne cherchait pas à convaincre. Elle cherchait à clore. Quand ma fille est rentrée, je lui ai montré le document. Elle l'a parcouru rapidement. Elle a regardé son mari, puis moi. Elle a dit que ce n'était rien de grave. Que je me faisais des idées. Que tout le monde voulait simplement m'aider. Cette phrase, je l'avais entendue trop souvent. Aider. Aider à quoi, exactement? À disparaître proprement? À devenir un dossier facile à gérer? À transformer ma vie en procédure? Je me suis assise. J'ai posé le document devant moi. J'ai relu chaque ligne. J'ai demandé quand cela avait été préparé. Mon gendre a répondu sans me regarder. Il a parlé de discussions, de projets, de ce qui était raisonnable. Il parlait de moi comme d'un objet fragile, on déplace pour éviter qu'il ne gêne. À cet instant précis, j'ai compris que le rire à table n'était pas une maladresse. C'était un avertissement. Une manière de tester jusqu'où il pouvait aller sans rencontrer de résistance. Et je n'avais opposé aucune. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas accusé. J'ai simplement pris le document et je l'ai glissé dans mon sac. Mes gestes étaient lents, précis. Je sentais mon cœur battre, mais il ne s'emballait pas. C'était une autre forme de peur. Une peur structurée. Mon gendre m'a dit de ne pas m'inquiéter. Ma fille a dit que tout allait s'arranger. Mais ces phrases n'avaient plus aucun effet sur moi. Elle glissait. Je venais de franchir une limite intérieure. Souhait. Je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte. J'ai regardé autour de moi. Les meubles, les photos, les livres, tout ce qui racontait ma vie. Tout ce qui, visiblement, pouvait désormais être géré sans moi. Je me suis assise au bord du lit. J'ai pris mon carnet. Celui où je notais depuis des années des choses simples. Des dépenses, des rendez-vous, des souvenirs. Cette fois, j'y ai écrit autre chose. La date. Le lieu. Les mots exacts. La présence du document. La signature. Je n'écrivais pas pour me venger. J'écrivais pour fixer la réalité. Pour qu'elle ne puisse plus être déformée. Mais, ce jour-là, j'ai cessé de me demander si j'exagérais. J'ai cessé de chercher des excuses à ceux qui parlaient pour moi, riaient de moi, décidaient pour moi. J'ai compris que ce qui se jouait n'était plus une question de respect familial. C'était une tentative d'effacement légal. Et tant que je voyais clair, tant que je pouvais prouver ce qui s'était passé, je n'étais pas perdu. La goutte d'eau n'a pas fait déborder ma colère. Elle a rempli ma lucidité. À partir de ce moment, je n'ai plus cherché à me faire entendre à table. J'ai commencé à me préparer ailleurs. Après cette découverte, je n'ai pas dormi pendant plusieurs nuits. Pas à cause de la peur brute, mais à cause de la netteté nouvelle de mes pensées. Quelque chose s'était aligné en moi. Les scènes du passé se mettaient en ordre, comme des pièces qu'on range enfin dans le bon tiroir. Je revoyais le rire à table, les plaisanteries répétées. Les phrases dites avec légèreté, mais toujours dans le même sens. Je revoyais aussi mon propre silence. Non pas comme une faiblesse, mais comme une erreur d'interprétation. J'avais cru que me taire était une forme de sagesse. J'avais confondu la patience avec l'abandon de ma place. Je me suis demandé à quel moment précis j'avais cessé de poser des limites. Pas quand on avait commencé à parler de moi, mais quand j'avais accepté qu'on parle pour moi. Cette distinction me frappait avec une force inattendue. Je n'étais pas devenu incapable. Je m'étais rendu disponible à l'effacement. Cette pensée m'a fait mal. Pas parce qu'elle m'accusait,
mais parce qu'elle était juste. Pendant des années, j'avais voulu préserver l'harmonie, éviter les tensions, être la mère facile, la belle amère discrète, celle qui ne complique rien. Et, sans m'en rendre compte, j'avais offert un terrain confortable à celui qui aimait décider à ma place. La nuit, je pensais à ma fille, à son silence, à son regard fuyant. Je me demandais si elle voyait vraiment ce qui se passait, ou si elle préférait ne pas voir pour ne pas avoir à choisir. Cette question me serrait le cœur, mais je refusais désormais d'y répondre à sa place. J'ai commencé à écrire. Pas seulement des faits, mais mes ressentis. Ce que chaque scène avait produit en moi. Le rire, le document, la signature. J'écrivais lentement, sans chercher à embellir. Non, j'avais besoin de me relire pour vérifier que je n'inventais rien. Que je n'étais pas en train de reconstruire une histoire pour me rassurer. Plus j'écrivais, plus une évidence s'imposait. Ce qui m'arrivait n'était ni un malentendu, ni une maladresse, ni un excès de zèle. C'était un mécanisme progressif, silencieux, efficace. Un mécanisme qui transforme la bienveillance affichée en contrôle réel. Je me suis surprise à prier. Pas comme autrefois. Par habitude. Mais avec une concentration presque nue. Je ne demandais pas réparation. Je demandais de rester lucide. De ne pas céder à la culpabilité qu'on cherchait déjà à me installer sur les épaules. Tu exagères? Il plaisante. Il veut t'aider. Ces phrases, je les connaissais. Elles m'avaient tenu immobile pendant trop longtemps. Cette fois, je les ai examinées une à une. Aider ne signifie pas décider. Plaisanter ne signifie pas humilier. Et exagérer n'est pas le mot juste quand on vous retient la parole et la signature. Je n'avais pas envie de crier, ni de confronter à chaud, ni de provoquer un éclat qui serait aussitôt retourné contre moi. Je savais déjà que toute réaction émotionnelle serait utilisée pour me décrédibiliser. Il fallait autre chose. C'est là que le mot s'est imposé, sans colère, sans triomphe. La loi. La loi ne vit pas à table. La loi ne coupe pas la parole. La loi ne transforme pas un silence en consentement. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une forme de calme s'installer. Pas un calme passif, un calme déterminé. Je n'avais pas besoin d'être aimée pour être protégée. Je n'avais pas besoin d'être comprise pour être respectée. Je me suis dit que mon silence devait changer de nature, qu'il ne pouvait plus être une habitude. Il devait devenir une stratégie, une préparation, un espace où chaque geste serait réfléchi, vérifiable, irréversible. Mais je n'ai parlé à personne de cette décision intérieure, ni à ma fille, ni à mon gendre. J'avais besoin de ce temps pour me consolider, pour éviter toute faille. Il me croyait encore docile, fatigué, dépassé. Il n'avait pas compris que je venais de cesser de me demander comment être accepté. Je commençais à réfléchir à comment être protégé. Ce soir-là, en refermant mon carnet, j'ai compris que le plus difficile était déjà fait. J'avais cessé de douter de moi. J'avais cessé de chercher des excuses à ceux qui m'effaçaient. Je ne préparais pas une revanche bruyante. Je préparais une réponse juste. Et cette réponse-là, je le savais désormais, ne se donnerait ni à table, ni dans les rires. Elle se donnerait ailleurs, là où l'on écoute les faits. Là où l'on ne rit plus du tout. À partir du moment où la loi s'est imposée à moi comme une évidence, j'ai changé de rythme. Plus lent, mais plus précis. Je ne voulais laisser aucune trace de précipitation. Rien qui puisse être interprété comme de la panique, de la confusion ou une réaction émotionnelle. Tout devait être clair, daté, cohérent. J'ai commencé par reprendre mes papiers. Tous. Ceux que je n'avais pas ouverts depuis des années, rangés dans des chemises épaisses, empilés au fond d'un placard. Actes, relevés bancaires, factures, courriers administratifs. Je les ai étalés sur la table de la cuisine. Un matin où la maison était silencieuse. Le silence m'a aidé à penser. Je me suis rendu compte que le désordre n'était pas le mien. Il avait été créé autour de moi, lentement. Certains documents avaient changé de place. D'autres n'étaient plus là. J'ai noté les absences, sans colère, comme on établit un inventaire. Puis j'ai pris rendez-vous avec un notaire. Pas celui que mon gendre évoquait parfois, avec ce ton sûr de lui. Un autre. Un cabinet discret, recommandé par une ancienne voisine,
Quelqu'un qui ne connaissait ni ma famille, ni leurs habitudes. J'y suis allée seule. Quand le notaire m'a demandé ce que je souhaitais, je n'ai pas raconté mon histoire. J'ai posé une phrase simple, posée, presque froide. Je veux m'assurer que personne ne puisse parler, signer ou décider à ma place. Il m'a regardé longuement. Puis il a hoché la tête. Aucun étonnement. Aucun jugement. Seulement cette neutralité professionnelle qui, à ce moment-là, m'a profondément rassuré. Je lui ai montré le document. Celui avec la signature. Il l'a examiné attentivement, en silence. Puis il a relevé la tête. Madame, ce document ne vaut rien sans un consentement éclairé. Et un consentement se prouve. Ces mots ont fait tomber quelque chose en moi. Une peur ancienne, diffuse. Je n'étais pas en train de perdre pied. J'étais en train de reprendre une position. Nous avons tout repris depuis le début. Les procurations existantes. Les accès aux comptes. Les habitudes prises au nom de la simplification. J'ai révoqué ce qui devait l'être. J'ai exigé que toute autorisation soit limitée, écrite, datée. Plus de zones floues. Plus de gestes ambigus. Ensuite, je suis allé à la banque. J'ai ouvert un nouveau compte, à mon nom seul. Sans procuration. Sans exception. J'y ai transféré progressivement mes fonds. Rien de spectaculaire. Juste une reprise en main méthodique. Chaque signature me rendait un peu plus stable. À la maison, je n'ai rien laissé paraître. Je continuais à vivre normalement. Je répondais peu. Je souriais quand il le fallait. Mon gendre parlait toujours avec assurance. Il riait encore parfois. Il croyait que rien n'avait changé. Il se trompait. Je notais tout. Les phrases exactes. Les dates. Les situations. Pas pour me plaindre. Pour documenter. J'avais compris que la mémoire seule ne suffit pas. Il faut des traces. J'ai aussi réfléchi à la maison. Elle était devenue un symbole. Un levier. Tant qu'elle restait un enjeu, je restais exposé. J'ai demandé une estimation. Puis une autre. J'ai pesé chaque option sans culpabilité. Garder, vendre, transmettre autrement. Quand j'ai décidé de la mettre en vente, je ne l'ai annoncé à personne. J'ai signé les documents chez le notaire, à matin clair. Pas de tremblement. Pas d'hésitation. Ce n'était pas une fuite. C'était une protection. Le testament est venu ensuite. Clair. Précis. Sans ambiguïté. J'y ai inscrit ce que je voulais transmettre, et surtout, ce que je ne voulais plus voir confisqué. Chaque phrase a été relue. Pesée, assumée. Tout cela s'est fait dans le plus grand silence. Un silence organisé, volontaire, solide. Plus un silence subi. Un silence qui travaillait pour moi. Je ne préparais pas une vengeance. Je préparais une issue. Pendant ce temps, mon gendre continuait à se croire en terrain conquis. Il parlait. Il riait. Il décidait encore, du moins le pensait à il. Il ignorait que chaque chose il faisait désormais se heurter à un cadre, qu'il n'avait pas vu se mettre en place. La loi, elle, avançait sans bruit. Et quand elle avancerait jusqu'au bout, il n'y aurait plus rien à corriger, ni à expliquer. Seulement des faits. Et plus aucun rire. La confrontation n'est pas arrivée avec fracas. Elle a pris la forme d'un courrier. Une enveloppe épaisse, officielle, posée sur la table un matin ordinaire. Mon gendre l'a ouverte machinalement. Sûr de lui, comme on ouvre une facture sans intérêt. Je l'ai vu changer de couleur au fil des lignes. Le rire a disparu d'un coup, comme si quelqu'un avait coupé le son. Il a relevé la tête vers moi. Ses mots se sont bousculés, mal assurés. Il parlait d'erreurs, de malentendus, de démarches à vérifier. Pour la première fois, il cherchait à me convaincre. Non plus à me corriger, ni à me faire taire. À me convaincre. Ma fille est entrée à ce moment-là. Elle a compris immédiatement que quelque chose avait basculé. Elle a lu à son tour. Les phrases étaient claires. Datées. Signées. La maison. Les comptes. Les autorisations révoquées. Les décisions prises. Tout ce qu'ils avaient cru maîtriser venait de leur échapper. Et boum, ils ont parlé tous les deux. Vite. Trop vite. Ils cherchaient une faille. Une marche arrière possible. Ils parlaient de famille, de loyauté, de ce que les voisins allaient dire. Ils parlaient de moi sans me regarder, puis me regardaient, pour me demander de faire un geste.
Je suis restée assise. Mes mains sur la table. Ma voix posée. J'ai dit que tout était légal. Que tout avait été fait dans les règles. Que j'avais pris conseil. Que j'avais signé en pleine conscience. Chaque phrase était courte, sans justification superflue. Je n'expliquais pas. Je constatais. Mon gendre a tenté l'ironie. Un réflexe ancien. Il a parlé de mon âge, de ma fatigue, de la complexité des démarches. Il a souri. Ce sourire qu'il utilisait autrefois pour m'écraser sans bruit. Personne n'a ri. Pas même lui. Quelques jours plus tard, l'audience a eu lieu. Une salle claire, impersonnelle. Des dossiers alignés. Un temps précis pour parler. Et, surtout, un ordre. Ici, on ne coupe pas la parole. On ne rit pas. On répond. Mon gendre a voulu expliquer. Il a commencé à parler pour moi, par habitude. Le juge l'a interrompu. Il a demandé à m'entendre directement. Cette simple phrase a réorganisé la pièce. Les rôles. Les certitudes. On m'a posé des questions. Des questions simples. Techniques. Avais-je compris les actes signés? Avais-je donné mon accord? Avais-je subi une pression? J'ai répondu calmement. Par des faits. Par des dates. Par des documents. Je n'avais rien à inventer. Mon gendre s'agitait sur sa chaise. Il cherchait mon regard. Je ne l'ai pas fui. Je ne l'ai pas soutenu non plus. Je regardais devant moi. Là où l'on écoute. Le juge a consulté le dossier. Longtemps. Puis il a parlé. Sans emphase. Sans reproche. Il a dit que les actes étaient réguliers. Que le consentement était établi. Qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause les décisions prises. Il a rappelé que parler à la place de quelqu'un, un ne vaut pas accord. Et que le rire n'est jamais une preuve. La phrase est tombée. Simple, définitive. En sortant, l'air m'a paru plus léger. Pas euphorique. Juste respirable. Mon gendre marchait derrière nous. Il ne parlait plus. Sa démarche n'avait plus cette assurance bruyante. Il regardait le sol. Ma fille, elle, gardait le silence. Un silence différent du mien. Un silence plein de questions tardives. Je n'ai pas cherché à triompher. Je n'ai pas provoqué. Je n'ai pas expliqué une dernière fois. Il n'y avait plus rien à expliquer. La loi avait parlé, là où l'on s'était moqué. Elle avait remis les places sans hausser la voix. Je me suis dit alors que le piège ne s'était pas refermé sur eux. Il s'était refermé sur une manière de faire. Sur ce mécanisme qui permettait de rire pour dominer, de parler pour effacer, de décider pour s'approprier. Ce jour-là, mon gendre n'a pas cessé de rire par honte. Il a cessé parce qu'il n'y avait plus rien à rire. Plus d'ambiguïté, plus de flot, plus de scènes où l'on improvise. Il n'y avait plus que des faits. Et, face aux faits, le rire n'a jamais le dernier mot. Après le tribunal, il n'y a pas eu d'explosion, pas de cris, pas de porte claquée. Tout s'est défait autrement, plus lentement, plus sûrement. Comme une corde trop tendue qui cède sans bruit, parce qu'elle n'a plus rien à retenir. La famille a commencé à se fissurer par endroits. Des appels sont arrivés de parents éloignés, de personnes qui, jusqu'à là, ne prenaient presque jamais de mes nouvelles. Ils parlaient de malentendus, de choses qui auraient pu se régler en privé, de conflits inutiles. Les mots étaient doux, prudents, comme si la douceur pouvait effacer ce qui s'était passé, le rire à table. Les décisions prises à ma place, les signatures qu'on avait tenté de m'imposer. Je les ai écoutées. Je n'ai pas répondu. Ma fille a appuyé plus tard. Sa voix était basse, fatiguée. Elle parlait de pression, de regards lourds, de remarques au travail, du fait que son mari n'était plus regardé comme avant. Elle parlait longtemps, cherchant des phrases pour recoller un monde qui s'effritait. Je l'ai laissé parler. Puis je lui ai posé une seule question, calmement. As-tu déjà vu ton mari rire de moi de cette façon? Il y a eu un silence. Pas celui qu'on utilise pour éviter. Un silence plein, embarrassé, définitif. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait plus besoin. Mon gendre, lui, n'a pas appelé. Pas un message. Pas un mot. Cette absence disait tout. Il appartenait à cette catégorie d'hommes qui se retirent quand il n'y a plus de scène, plus de public, plus de pouvoir à exercer. Quand on ne peut plus dominer par la parole, on disparaît. Peu à peu, les récits ont commencé à changer.
On se souvenait de phrases lancées comme des plaisanteries, de regards échangés, de moments où l'on m'avait coupé, corrigé, tourné en dérision. Certains avouaient avoir été mal à l'aise, sans jamais oser le dire. D'autres choisissaient encore le camp du confort, celui où l'on ne remet rien en question. Je regardais tout cela de loin, très loin. Je n'étais plus au centre. Je n'étais plus celle qui devait expliquer, rassurer, réparer. J'avais quitté ce rôle. Et sans moi pour maintenir l'équilibre artificiel, tout se réorganisait. À la maison, l'atmosphère avait changé. Les phrases autrefois dites avec assurance devenaient prudentes. Les gestes se faisaient hésitants. On ne riait plus de la même façon. Je n'éprouvais ni satisfaction ni tristesse. Je constatais. Comme on observe un paysage après un éboulement. J'ai commencé à ranger. Pas dans la précipitation. Avec méthode. Chaque objet passait entre mes mains avec une question. Simple. Est-ce ce qu'il me sert encore? Ou est-ce ce qu'il m'attache à un rôle qui n'est plus le mien? Les cartons se remplissaient lentement. La maison se vidait sans drame. Elle respirait autrement. Ma fille est venue un après-midi. Elle est restée debout dans le salon, la même où le rire avait éclaté quelques semaines plus tôt. Elle parlait de réconciliation, de famille, de ce qui avait dépassé tout le monde. Je l'ai regardée sans colère. Réconcilier quoi, et ai-je demandé? Le manque de respect ou le silence qui l'a rendu possible. Elle a baissé les yeux. Pour la première fois, je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je ne l'ai pas repoussée non plus. J'ai laissé la distance s'installer. Cette distance était nécessaire. Elle n'était pas une punition. Elle était une limite. Les jours suivants, chacun a pris sa place. Et certains se sont rapprochés, discrètement. D'autres ont disparu. Je n'ai rien retenu. J'ai appris que toutes les relations ne sont pas faites pour être sauvées. Certaines doivent simplement être vues pour ce qu'elles sont. Ce qui m'a le plus surprise, ce n'est pas la rupture. C'est le soulagement qui l'a accompagnée. Ne plus être celle qui encaisse pour que les autres soient à l'aise. Ne plus être celle qu'on corrige en souriant. Ne plus devoir prouver que l'on n'exagère pas. Le soir, je m'asseyais dans une maison plus claire, moins encombrée. Pas vide. Plus juste. Il y avait de la place pour le silence, pour la lumière, pour mes pensées. Je comprenais alors que les conséquences de ce que j'avais fait n'étaient pas une destruction. C'était un tri. Je n'étais plus la femme dont on riait. Je n'étais plus celle pour qui l'on décidait. Je n'étais plus ce meuble familier qu'on déplace sans demander. J'avais quitté le centre du tumulte. Et depuis cet endroit, enfin extérieur, je voyais clairement, certaines familles ne tiennent que parce qu'une personne accepte de se taire. Le jour où cette personne parle, l'édifice se fissure. Ce n'est pas une faute. C'est une vérité. Et cette vérité, désormais, je la laissais agir sans chercher à la réparer. Le départ ne s'est pas fait dans la fuite. Il s'est fait dans la continuité. J'ai choisi un endroit simple, loin des rues où l'on me connaissait trop bien, loin des habitudes qui me ramenaient sans cesse à ce que j'avais été pour les autres. Un petit appartement clair, près de l'eau, où le matin entrait, sans demander la permission. Le premier jour, je me suis assise par terre, au milieu des cartons encore fermés. Il n'y avait pas d'urgence. Pour la première fois depuis longtemps, rien ne me pressait. J'ai ouvert la fenêtre. L'air sentait le sel et le linge propre. J'ai respiré profondément, comme on le fait après une longue maladie. Les gestes ont changé. Ils sont devenus plus lents, mais plus précis. Je faisais les choses pour moi, et non plus pour répondre à une attente invisible. Le café du matin n'était plus une routine à expédier, mais un moment à habiter. Je marchais sans but précis, simplement pour sentir mes jambes me porter, sans justification. Les voisins me saluaient sans curiosité excessive. Ici, personne ne connaissait mon histoire. Personne ne me demandait de raconter. J'étais une femme parmi d'autres. Pas une mère, pas une belle amère, pas un rôle à remplir. Cette neutralité m'a fait un bien immense. Je me suis inscrite à la bibliothèque du quartier. J'y allais l'après-midi, quand la lumière tombait doucement sur les tables. Je lisais lentement, je prenais des notes pour moi seule. Pas pour prouver quoi que ce soit. Pour comprendre ce que je ressentais encore, ce qui se calmait, ce qui résistait. Il y avait des jours sans nostalgie. D'autres où un souvenir revenait sans prévenir. Une voix, un rire ancien. Pas celui du mépris, mais celui d'avant,
Quand je croyais encore que tout se réparerait, avec de la patience, je laissais ces souvenirs passer. Je ne les chassais pas. Je ne les nourrissais pas non plus. Ils faisaient partie du paysage intérieur, comme des nuages. J'ai rencontré des gens sans enjeu. Une femme au marché qui me parlait de ses tomates comme d'un trésor. Un homme âgé qui promenait son chien au même horaire que moi. Nous échangions quelques phrases, rien de plus. Ces liens légers me rappelaient que la proximité n'a pas besoin d'être lourde pour être réelle. Un soir, assise face à la mer, je me suis posé la question du pardon. Pas comme une obligation morale, mais comme une possibilité. Pardon pour eux, peut-être, mais surtout pour moi. Pardon de m'être tu trop longtemps. Pardon d'avoir confondu amour et effacement. Je n'ai pas trouvé de réponse définitive. Et j'ai compris que je n'en avais pas besoin. Certaines décisions n'ont pas à être tranchées. Elles peuvent rester ouvertes, respirer, évoluer. Ce que je savais, en revanche, était clair, je ne reviendrai pas en arrière. Pas vers cette place où l'on m'avait assigné. Pas vers ce silence qui servait aux autres. Ma sérénité n'était pas négociable. Je me suis surprise à rire, parfois. Un rire discret, sans témoin. Pas un rire de revanche. Un rire de légèreté retrouvée. Comme si mon corps, enfin, comprenait que le danger était passé. Les semaines ont glissé ainsi, sans drame, sans triomphe. Une reconstruction ordinaire, faite de petits choix constants. Dire oui quand je le voulais. Dire non sans me justifier. M'arrêter quand j'étais fatigué. Continuer quand j'en avais l'élan. Je n'étais plus en guerre. Je n'étais plus en défense. J'étais simplement là, présente à ma propre vie. Le soir, je rangeais l'appartement devenu familier. Chaque objet avait trouvé sa place. Non par habitude, mais par choix. Cette place-là, personne ne me l'avait donnée. Je l'avais prise, légalement, intérieurement, définitivement. Et dans cette nouvelle vie, sans bruit et sans témoin, je découvrais une forme de richesse que je n'avais jamais connue, celle d'exister sans permission. Je me souviens du dernier soir, avant de fermer définitivement la porte de l'ancienne maison. Les pièces étaient vides, mais pas froides. Elles portaient encore l'écho de ce que j'y avais été, une femme attentive, conciliantée, souvent silencieuse. J'ai fait le tour lentement, sans nostalgie excessive. J'ai regardé les murs comme on regarde des témoins fatigués. Ils avaient vu beaucoup de choses. Ils pouvaient désormais se taire. Sur la table, j'ai laissé un trousseau de clés. Pas par obligation. Par choix. Ces clés ne m'appartenaient plus. Parce que la maison ne m'appartenait plus. Et je me suis rendu compte que, pour la première fois, je ne confondais plus possession et sécurité. La sécurité était ailleurs, en moi. Dans ma nouvelle vie, les jours se succédaient sans heurts. J'avais appris à reconnaître les signes de la paix intérieure. Le sommeil qui vient sans lutte, l'appétit simple, l'envie de marcher sans raison. Je n'attendais plus de messages. Je n'anticipais plus les humeurs des autres. Je n'étais plus en alerte. Il y a eu, bien sûr, des tentatives de retour. Des mots envoyés à demi, des phrases prudentes. Des regrets mal formulés. On parlait d'arrangement, de famille, de ce qui aurait pu être évité. J'ai lu sans répondre. Non par vengeance. Par cohérence. Je savais désormais que certaines discussions ne mènent que là, à la répétition des mêmes schémas. Mais je me suis demandé si j'avais été trop dur. La question revient parfois, comme une habitude ancienne. Puis je la laisse repartir. Être ferme n'est pas être dur. Poser une limite n'est pas une punition. C'est une nécessité quand l'on a trop longtemps servi de surface d'atterrissage aux excès des autres. Je repense souvent à ce rire à table. À la façon dont il avait glissé, sûr de lui, comme si ma présence était un décor. Ce rire-là n'était pas une erreur. Il était le symptôme. Et la loi n'a pas été une arme. Elle a été un miroir. Elle a montré ce qui était à l'œuvre, sans colère, sans émotion. Elle a parlé là, où l'on m'avait empêché de parler. Mais aujourd'hui, je vis entouré de choses simples. Un carnet pour écrire, non pas des preuves, mais des pensées. Une plante qui grandit lentement sur le rebord de la fenêtre. Des livres ouverts à la page où je me suis arrêté. Rien n'est spectaculaire. Tout est juste. Je ne cherche plus à convaincre, ni à expliquer mon parcours. Ceux qui veulent comprendre le peuvent. Les autres continueront à raconter leur version. Je n'ai plus besoin de corriger les récits qui ne me rendent pas justice. La justice, je l'ai obtenue autrement.
Il y a des femmes qui me ressemblent. Je les crois sans le savoir, au marché, dans les files d'attente, sur les bancs face à la mer. Elles portent ce mélange de fatigue et de dignité. À elles, je voudrais dire une chose simple, ne confondez jamais le calme avec l'effacement. Le silence que l'on vous impose n'est pas une vertu. Celui que vous choisissez peut devenir une force. Je n'ai pas gagné contre quelqu'un. J'ai gagné pour moi. Et cette nuance change tout. Elle enlève l'amertume. Elle laisse la place à quelque chose de plus durable, le respect de soi. Quand je ferme les yeux le soir, je ne revois plus les scènes d'humiliation. Mais elles ont perdu leur pouvoir. À la place, il y a cette certitude tranquille d'avoir repris ma place, sans bruit, sans spectacle. Une place que personne ne peut plus déplacer. Si je devais résumer ce chemin en une phrase, je dirais ceci. On ne se reconstruit pas en criant plus fort que les autres, mais en choisissant où poser sa voix. Et parfois, la voix la plus forte est celle qui se tait au bon moment. Le silence peut aussi être une forme de justice.